Bienvenue à toutes et à tous, ici même à la salle des débats d'Yverdon-les-Bains, ou alors sur le net, ou alors plus tard, demain, dans un an ou deux, pour cette séance autour de l'urbanisme tactique, l'urbanisme transitoire. Je me présente, je m'appelle Carmen Tanner, je suis vice ou co-syndic, ça dépend, enfin vous pouvez utiliser les deux termes, en charge de l'urbanisme ici à Yverdon-les-Bains. Je serai votre modératrice de la soirée. Alors, ça me réjouit à quelque part d'être moins celle qui va utiliser le crachoir comme politicienne, mais plutôt le tendre et être à disposition du débat pendant cette soirée. Je remercie d'ores et déjà les intervenants de la soirée, soit Stéphanie Sonnette, Étienne Ress et Hervé Savio, qui vont nous faire des exposés tout à l'heure. Tout d'abord, deux, trois considérations techniques. Nous sommes donc ici, mais aussi sur le net, comme je le disais, et donc pour nos personnes, j'ai encore un peu de la peine avec les caméras, mais ça va venir. Pour les personnes qui sont sur Internet et qui nous suivent, je vous invite à éteindre vos micros ainsi que vos caméras pour libérer le fil de la bande passante. Vous avez la possibilité de poser vos questions sur le chat. Je vais les relever et nous poserons vos questions tout à la fin de la conférence. Nous y reviendrons donc. Vous dire encore que la conférence est donc filmée et disponible sur le site de la ville d'Yverdon-les-Bains. Voilà encore quelques petits mots sur la thématique de ce soir. L'urbanisme tactique, on l'a vu à Yverdon-les-Bains avec la suppression de quelques places de parc où il fallait finalement réinventer cette zone-là, réinventer le futur. Mais finalement, ce n'est pas que des histoires de places de parc supprimées, même si à quelque part nos sociétés sont vouées à être décarbonées et où cette place-là sera de plus en plus remise en question. Il y a aussi tous ces nouveaux espaces, ces friches laissées qu'il faut réinventer et où soudain finalement on se retrouve comme un maître peintre qui est face à sa toile vierge. C'est de ça dont il s'agit ce soir, c'est comment réinventer et peindre cette toile qui nous est mise à disposition. Mais sans plus attendre, je passe la parole à Hervé Savio, urbaniste à la ville d'Yverdon-les-Bains et qui nous présentera le contexte yverdonnois. Merci d'ores et déjà. Merci Madame municipale, syndic. Donc moi je m'appelle Hervé Savio, je travaille au service d'urbanisme et je vais vous dire quelques mots rapides sur trois aspects. Donc vous parlez d'une présentation générale de l'urbanisme tactique et notre première expérience à Yverdon qu'on a réalisée l'année passée, et puis les intérêts qu'on voit dans ces projets d'urbanisme tactique à Yverdon. Donc pour nous, l'urbanisme tactique, temporaire ou transitoire, peut avoir différentes définitions, utilités et objectifs. On parle beaucoup de ces projets aujourd'hui. C'est des projets très tendances qui fleurissent dans beaucoup de villes, en Suisse comme dans d'autres pays à l'étranger. On pense aux aménagements Covid, dont on a beaucoup entendu parler durant la pandémie dernièrement, notamment l'aménagement de voies ou de pistes cyclables qui ont été aménagées durant la pandémie et qui ont, pour certaines, été pérennisées aujourd'hui. On préfère les qualificatifs de temporaire ou de transitoire, puisque la notion de tactique est plutôt connotée, implique la participation citoyenne ou est plutôt associée à des processus citoyens ou des actions bottom-up. Aujourd'hui, au sein de notre service, on qualifie ce type de projet par la forme qu'il prend, c'est-à-dire par le fait de proposer des aménagements temporaires qui utilisent du mobilier facile à installer ou désinstaller, qui utilisent des ingrédients culturels ou artistiques, de la végétation ou de l'événementiel. Au sein de la filière de l'urbanisme, on a fait une première expérience de ce type en 2021 avec le projet Les Éphémères, dont vous avez une image à l'écran, qui a été mise en place à la rue des Casernes. Ce projet est né dans un contexte de modification, suite à la modification du statut de la rue des Casernes et la suppression de places de stationnement, sauf en 4 courant 2021. Et puis répondait à une opportunité à saisir et à un vide à combler. Il est né aussi suite à une volonté de plusieurs services de se fédérer et de mettre en œuvre ce type de projet à Yverdon. Ce projet pour nous va permettre de tester plusieurs éléments.
tout d'abord les usages et tester les usages et rendre cet espace plus agréable en vue de la réalisation d'un projet pérenne à cet endroit, puisque quand on parle de transitoire ou de pérenne, on pense toujours à un aménagement qui suit cet aménagement provisoire ou transitoire. En lien avec les activités du Checkpoint également, qui est le service qui est géré par le service de jeunesse et cohésion sociale, qui est un lieu d'accueil pour la jeunesse animé par mon collègue de ce service. On pense aussi pouvoir offrir quelque chose à cet emplacement pour remplacer les places de parc supprimées, comme j'ai dit tout à l'heure, et faire de cet endroit une extension du parc des anciennes casernes qui est à proximité immédiate, en lieu et place d'un espace de stationnement. On pense démontrer aussi les changements possibles dans cet espace public, puisqu'on montre qu'il y a des nouveaux usages qui peuvent s'y passer. Et puis enfin, un test à venir, il s'agit de recueillir des informations sous la forme d'un monitoring qu'on va effectuer cet été, la belle saison, pour comprendre comment l'espace est vécu, pour voir s'il fonctionne, pour voir comment il est apprécié et comment il est utilisé par les usagers, par le voisinage et aussi par les commerçants, puisqu'on est quand même dans la zone de la ville ancienne avec une proximité de plusieurs commerces de vente à l'emporter. Donc les intérêts qu'on voit pour ce type de projet à Yverdon, ce type d'aménagement a été bénéfique pour nous pour plusieurs raisons. Il a permis d'abord de monter en compétences en interne au sein de nos services et puis de créer des liens au travers de ce projet entre les services de la ville. Il a permis de travailler rapidement sur une transformation du lieu et a pu faire des liens entre les services de l'urbanisme, de la mobilité, des espaces verts, de la culture, de la cohésion sociale ou aussi le service des bâtiments. Il a permis également de comprendre l'intérêt d'un tel projet pour améliorer la qualité d'usage d'un espace, avec l'installation des assises pour améliorer la convivialité, pour favoriser les rencontres, les pique-niques à l'heure midi, avec de la végétation et des bacs sur la rue qui créent une limite physique avec la voirie. Et enfin intégrer une dimension artistique et culturelle avec le dessin au sol qui a été réalisé par un collectif d'artistes. Enfin, il a permis de comprendre les difficultés aussi de mettre en œuvre un tel type de projet, et puis la nécessité de faire un suivi aussi dans le temps, puisque ce projet doit être, comme je l'ai dit tout à l'heure, pensé sur une temporalité longue, et aussi envisager les aspects financiers qui en découlent. Finalement, au service de l'urbanisme à Yverdon, on considère ces projets temporaires et transitoires comme un outil de transformation de la ville, un outil qui permet de préfigurer ce qui viendra plus tard, un outil de vecteur de changement aussi des usages, des pratiques et des mentalités. Comme tout outil, il présente des intérêts, à commencer par une meilleure expérience pour le piéton. Il cache de nombreux enjeux sous-jacents, dont certains qu'on commence à découvrir aujourd'hui. Et puis il demande aussi une réflexion et de l'expérience pour l'utiliser. Pour toutes ces raisons, nous avons invité ce soir à écouter des personnes qui ont des expériences, des connaissances théoriques à nous partager, pour en apprendre un peu plus sur les enjeux de ce type de projet, les potentiels et les limites, et ouvrir aussi la discussion entre nos services, les intervenantes et les publics présents ce soir, en présentiel ou à distance. Parfait, merci pour ces mots d'introduction. Passons donc à la prochaine intervenante, Madame Sophie Sonnette. Tout d'abord, Stéphanie Sonnette, excusez-moi. Au bénéfice d'une formation de juriste et d'urbaniste, Stéphanie Sonnette a travaillé dans différents bureaux d'architecture et d'urbanisme avant de devenir journaliste et éditrice. Elle travaille aujourd'hui pour la revue Tracé à Lausanne et pour d'autres revues en Suisse et en France en tant qu'indépendante. Madame Sonnette s'intéresse aux mouvements, aux idéologies, aux systèmes socio-économiques qui influencent et façonnent les modes de production de la ville et du territoire. Elle a notamment coordonné l'un des récents dossiers de Tracé consacré à l'urbanisme transitoire. Nous avons donc une spécialiste ici parmi nous et je lui souhaite la bienvenue pour cette présentation. Merci beaucoup. Alors, merci aussi de nous donner l'opportunité de sortir
des murs de notre rédaction et des murs de notre revue. Donc effectivement, on a consacré l'avant-dernier numéro de Tracé à cette question de l'urbanisme transitoire, qui est alors nous on l'a appelé transitoire, vous l'appelez tactique, vous avez fait la différence, j'y reviendrai. Mais effectivement, c'est un sujet qui, nous, en tant que journalistes, nous interpelle, parce qu'on voit monter en puissance ces phénomènes, avec, je sais pas si on voit pas l'image, mais alors pas celle-là, celle-là. Voilà, on a des villes qui se transforment, presque toutes un peu en même temps, sous la même impulsion, et c'est toujours ce genre de phénomène, nous, qui nous intéresse d'analyser, d'étudier avec un œil aussi critique. Donc c'est très bien qu'on puisse en parler ce soir, et puis c'est intéressant de savoir qu'Yves Verdon s'est lancé aussi dans cette aventure-là, avec aussi, comme vous le disiez, les enjeux complexes qui sont associés à ce type d'intervention. Alors, avant d'interroger, de s'interroger sur les enjeux, la pertinence, les risques, les malentendus qui peuvent entourer ce type d'intervention, je vous propose qu'on fasse un petit détour pour essayer de comprendre de quoi on parle et puis d'où viennent ces démarches à travers un petit détour historique et puis un détour sur les termes. Vous l'avez dit, on peut parler d'urbanisme transitoire, d'urbanisme temporaire, éphémère, provisoire, tactique. Chez les anglo-saxons, on parle de pop-up urbanism, de insurgent urbanism, de guérilla urbanism, etc., etc. Il y a beaucoup de termes qui désignent des choses assez différentes. Ça peut être de l'occupation temporaire d'espaces libres ou de friches dans l'attente d'un nouveau projet immobilier. Ça peut être aussi des projets temporaires qui deviennent eux-mêmes des projets pérennes. On pense à des friches culturelles qui se sont imposées dans les villes. Je sais pas, on peut citer la friche de la Belle de Mai à Marseille, par exemple, mais aussi des villes comme Berlin qui sont devenues des capitales culturelles à partir d'une culture du squat qui s'est ancrée dans cette ville. On peut aussi utiliser ce type d'aménagement pour faire des aménagements tests dans l'espace public, vous en avez parlé, et pour préfigurer un projet pérenne. Et puis on peut faire, et on l'a beaucoup fait à l'occasion du Covid, des actions sur la voirie dans le cadre de politiques de reconquête de l'espace public au profit des piétons et des cycles. Donc des choses assez différentes, mais en même temps qui ont toutes des points communs, c'est que c'est des actions déjà, c'est pas de la planification, c'est vraiment des actions, des interventions dans l'espace, à petite échelle, qui sont rapides, qui sont légères, qui sont réversibles, qui sont souvent low-tech, donc normalement peu coûteuses, qui peuvent être un peu limites par rapport aux normes, ça dépend, à voir. Donc ça peut ressembler à une forme de bricolage comme on le voit sur ces images. C'est aussi une esthétique que parfois les villes recherchent, qui effectivement est inspirée aussi du monde de l'art, des installations artistiques, événementielles, festives. Et puis alors a priori, c'est aussi une démarche, enfin ce sont des démarches qui sont initiées par les citoyens. Vous en avez parlé tout à l'heure en faisant la différence entre urbanisme tactique et urbanisme transitoire, puis on y reviendra, parce que entre ce mouvement bottom-up et ce mouvement top-down, c'est une question qui se pose. Alors, j'ai regardé Wikipédia, ça vaut ce que ça vaut, hein, sur la définition de l'urbanisme tactique. La définition, c'est l'urbanisme tactique désigne un urbanisme citoyen, participatif et éphémère, porté par des habitants, des communautés et ou des militants, qui mobilisent souvent les ressorts de l'art et de l'événementiel. On va voir qu'effectivement, la participation des habitants, elle est plus ou moins fluctuante selon les projets, et puis qu'il y a eu, si on fait ce petit détour historique, un moment dans les années 2000-2010 où la tendance s'est un peu inversée. Alors, je fais un petit détour par l'histoire. On pourrait dire que tout ça commence aussi avec les luttes urbaines, des mouvements citoyens, des mouvements artistiques qui se réemparent de l'espace public, des bâtiments à l'abandon. On peut dater ça des années 60-70. C'est un peu le temps des luttes. On a des mouvements urbains de revendication pour le droit à la ville, pour le droit au logement, des mouvements de contestation des projets d'urbanisation, dit stop au béton, des mouvements critiques des modes de production qu'on peut considérer néolibéraux ou technocratiques de la ville, et puis une montée en puissance des mouvements citoyens qui veulent reprendre aussi la main sur leur environnement. Donc qu'est-ce qu'on fait? On s'installe dans des immeubles inoccupés, dans des bâtiments à l'abandon,
soit pour se loger, soit pour exercer des pratiques artistiques, soit pour faire des concerts, etc. Puis dans les friches, il y en a qui installent des baignoires. Enfin voilà, on invente, le terme que vous avez employé tout à l'heure, on réinvente des choses sur des espaces à l'abandon. Tout ça est fait plus ou moins légalement, plutôt moins d'ailleurs que plus. Et puis les villes, par rapport à ce type de mouvement, ont différents types de réactions. Certaines répriment ces mouvements, elles évacuent des sites occupés, d'autres observent, parfois accompagnent. C'est ce qu'on a vu par exemple à Genève dans les années 90-2000 avec les squats. Et puis certaines y voient aussi l'opportunité de se positionner sur un credo culturel créatif. Et on a ces fameuses friches artistiques qui peuvent se pérenniser. Donc tout ça, ça vient, on va dire que ça vient du bas, hein, c'est ce que dit Wikipédia, c'est les individus, les groupes qui se mobilisent, qui ne demandent pas l'autorisation et qui s'installent. Et puis aux alentours autour de 2010, on pourrait dire qu'il y a un autre mouvement qui vient s'ajouter à celui-là, parce que les luttes ne sont pas terminées, hein, encore des ZAD, des luttes en tout genre. Avec la crise de 2008, les collectivités ont moins d'argent, il y a moins d'emplois, il y a moins de projets, et celles qui avaient regardé un peu du côté de tout ce qui s'était passé là, de manière un peu alternative, finissent par passer des commandes publiques à des groupes de gens pour occuper l'espace et faire des projets un peu plus rapidement, un peu moins chers. Donc on voit émerger alors à la fois un nouveau marché et puis des groupes, des collectifs de gens plutôt jeunes qui ont envie de faire. Alors, ça peut être des architectes, des paysagistes, des artistes, des jardiniers, des sociologues, qui petit à petit acquièrent eux-mêmes des savoir-faire, qui se professionnalisent et puis qui sont doués avec les réseaux sociaux, donc ils publient, puis ça fait monter un peu ce type d'image qu'on connaît aujourd'hui. On voit aussi au fur et à mesure du temps émerger des projets d'occupation temporaire de grande ampleur, donc qui sont commandés par les villes. Là, c'est un exemple dont on a parlé dans le numéro de tracé, c'est les Grands Voisins à Paris. Donc c'est l'occupation de l'ancien hôpital Saint-Vincent-de-Paul dans le 14e arrondissement. C'est un énorme truc. Entre 2015 et 2020, pendant 5 ans, on a 3 associations avec l'accord de la ville et du futur aménageur, parce qu'aujourd'hui, il y a un gros projet immobilier qui se construit sur ce terrain-là. Donc ces 3 associations ont rénové les lieux, les ont animés et les ont gérés. Elles ont accueilli 250 entreprises, artisans, structures associatives pendant ces 5 ans. Elles ont accueilli à peu près 1000 personnes en situation de grande précarité qui ont pu être logées dans ces locaux. Et puis, il y avait 5000 visiteurs par jour, donc c'était devenu un nouvel espace public dans Paris qui était fréquenté par de nombreuses personnes. Donc c'est une autre manière de faire la ville, en utilisant des délaissés et en les animant, finalement, en les réanimant, en tout cas en les ouvrant au public, pendant l'intervalle entre leur abandon et puis le futur projet. Et puis pour terminer, vous en avez parlé, le Covid qui a accéléré encore ce type de phénomène. Dernier épisode en date, les villes profitent entre guillemets de ce moment particulier où on n'est pas dans les rues et on n'est pas là pour voir ce qui se passe, pour installer notamment des pistes cyclables, pour récupérer de l'espace sur la voiture. Et c'est un moment assez récent là, qui vient conclure un peu pour l'instant ce cycle. Mais on est dans disons que depuis, on va dire 2010, on a des villes, on a des services, on a aussi maintenant des investisseurs qui se sont réappropriés des démarches qui sont à l'origine plutôt militantes pour en faire, vous l'avez dit, des instruments de planification et d'aménagement quasiment comme les autres, qu'on intègre maintenant dans le processus de projet. C'est des nouvelles formes d'urbanisme, des nouvelles pratiques qui se veulent plus souples, qui se veulent plus agiles, comme on dit, plus réactives, et qui peuvent aussi faire plus de place aux habitants. Donc, ce soir, on peut essayer de répondre à quelques questions, parce que nous, c'est vrai qu'en tant que journaliste, ça nous pose beaucoup de questions, ce type d'aménagement. Pourquoi est-ce qu'on a recours à ce type de démarche? Qu'est-ce qu'on cherche? Qu'est-ce qu'on attend finalement de ces aménagements? À quels besoins on répond? On s'est rendu compte qu'il pouvait y avoir
de multiples motivations. Vous en avez donné un certain nombre. Il y en a des bonnes, il y en a des moins bonnes. J'ai fait une petite liste comme ça, puis on pourra en discuter. Bon, il y a effectivement le fait que c'est tendance quelque part. Si les autres villes le font, on essaye d'y aller, on voit ce que ça donne. Ça peut permettre de faire effectivement rapidement des projets dans le temps d'un mandat. Ça peut faire passer plus facilement des projets d'aménagement ou des projets d'urbanisation qui sont un peu, voilà, qui peuvent faire l'objet d'opposition. Ça peut être une manière de dire qu'on donne la parole aux habitants, mais parfois on se rend compte que c'est des participations qui sont aussi un peu alibi. C'est à discuter au cas par cas. Ça permet aussi d'accompagner plutôt que de subir des occupations qu'on n'a pas souhaitées, en proposant des usages collectifs sur des espaces qui sinon seraient restés en friche, sans dépenser trop d'argent, ce qui est aussi pas mal, puisqu'on peut déléguer à d'autres l'animation et la gestion des lieux, donc c'est un peu d'une pierre trois coups. Et puis ça peut aussi, effectivement, dans le cadre des aménagements d'espaces publics, enrichir, alimenter le projet à venir. Dans une forme de continuité entre le projet temporaire et le projet à venir, il peut se passer des choses intéressantes. Alors, j'ai retenu deux exemples, dont j'essaierai de ne pas faire trop long parce que, qui sont assez différents. Le premier, c'est le terrain de la Kurzelen à Bienne, que vous connaissez sans doute. Alors, ça, c'est un projet qui est initié par le bas, mais qui est validé et qui est accompagné par la ville de Bienne, et qui aujourd'hui permet d'offrir, alors c'est une occupation un peu saisonnière, mais des services et des équipements sur un terrain qui serait resté sinon fermé au public pendant des années. Donc, vous reconnaissez peut-être Bienne. Là, on est donc à l'est de la ville. Vous voyez ici l'ancien stade du FC Bienne qui joue maintenant un peu plus loin à la Tissot Arena depuis 2015. On est sur un des quatre pôles de développement de la ville de Bienne. On voit ici l'île de la Suze, le projet d'espace public et de renaturation, si on peut dire, déjà réalisé. Ici, le lotissement Jardin de Paradis, résidentiel. Ici, le serpent de Shigeru-ban, qui est le nouveau siège de Swatch Omega. Et puis en projet, on a le stade de la Gurtzenel, donc l'ancien stade avec ses terrains d'entraînement, l'école de la Champagne, et puis la place, l'Esplanade, qui est aujourd'hui un grand parking. Il y a un projet qui a été fait issu des MEP qui ont été lancés en 2014. Donc la place et le terrain devraient accueillir à terme 400 logements coopératifs. Il y a déjà sur la place des concours qui ont été lancés. Pour l'instant, il ne se passe rien sur la Kurzelen. Mais comme vous l'avez peut-être remarqué si vous êtes passé récemment, c'est occupé depuis 2016. Et cette occupation, elle résulte de la mobilisation du Forum d'architecture de Bienne, qui était monté au créneau quand la ville avait annoncé la démolition de la tribune, pour dire c'est dommage, la tribune, là, voilà. C'est dommage, on va avoir cet espace-là, il n'y a pas de projet, on en a pour 10 ans à ce qu'il soit fermé, gardienné, ça va coûter de l'argent, autant faire quelque chose. Donc le forum a contacté des associations, en même temps elle a parlé avec des élus, et puis les associations se sont elles-mêmes montées en une association qui s'appelle maintenant Terrain Gurtzelem. Elles ont présenté un projet au conseil municipal qui a été adopté, avec toutes les craintes que pouvait avoir le conseil, hein, l'idée que ça allait devenir, que ça serait incontrôlable alors qu'on est dans un quartier quand même assez calme et résidentiel, donc ce n'était pas forcément compatible. La crainte aussi que les habitants pourraient dire, une fois que le chantier allait commencer, non, nous on veut rester là ou on veut un autre terrain. Mais en fait, tout ça a pu être contractualisé et les choses, sur un rapport de confiance qui s'est instauré depuis donc maintenant 2016, les choses se poursuivent. L'association a eu un contrat de prêt à usage, c'est-à-dire que la ville lui met gratuitement le terrain à disposition. Au début, c'était pendant 3 ans, et puis ce contrat a été renouvelé en 2019. Aujourd'hui, il est à durée indéterminée, signe que ça doit bien se passer. Alors, il faut se rendre compte quand même que là, on a 2,5 hectares de terrain, 3 tribunes, dont 2 qui ne sont pas dans un état très... Voilà, qu'il faut quand même entretenir, et 1000 mètres carrés d'espace intérieur qu'il faut gérer, louer, etc. Alors, j'ai mis ici une petite photo de... quand vous arrivez sur le terrain de la Gurtzelem, il y a une espèce de grande bâche. Sur cette bâche, chaque association qui intervient a mis ces petits panneaux pour dire ce qu'elle fait. Puis il y a notamment une sorte de plan comme ça du terrain
Là, malheureusement, on voit pas grand-chose avec la photo qui est pas très bonne. Mais vous voyez ici les tribunes, donc qui accueillent ici une buvette, et puis là des locaux pour des associations, pour des gens qui ont besoin de locaux. La moitié du terrain de foot qui est dédié à des occupations libres que chacun peut louer pour des festivals, etc. Ici, vous avez 2 terrains de tennis qui ont été installés sur le stade. Et puis là, il y a des cultures, donc il y a des champs de patates, des maïs. Alors bon, c'est un peu limite hein, par rapport au football, tout ça, mais ça marche pas mal. Et puis là aussi, vous avez des jardins partagés. Ici, vous avez le chantier des enfants qui fonctionne un peu comme enfin, les enfants ont pris leurs habitudes là pendant les vacances. Et puis là, maintenant, il y a aussi un skatepark. Donc, il y a un programme que vous voyez ici qui est assez riche. Et puis, il y a aussi des événements temporaires, comme ici en haut, c'est l'école du design de Bienne qui a trouvé un espace dans les tribunes pour faire des projets avec les étudiants. En dessous, c'était un festival dont je ne me rappelle plus le nom. Voilà, il y a des animations temporaires et pérennes. Donc le terrain aujourd'hui, on peut dire qu'il assume plusieurs fonctions. C'est à la fois un équipement de quartier qui répond à des besoins locaux. C'est aussi un lieu d'animation à l'échelle de la ville, que les gens viennent fréquenter quand il y a des brocantes, parce qu'il y a une buvette, etc. Et puis au-delà, il y a du théâtre, des concerts qui ramènent des gens de toute la Suisse. Donc le devenir de ce terrain, de ce qui s'y passe pour l'instant est en suspens. On ne sait pas ce qui va se passer quand il y aura un projet. L'échéance est assez lointaine, mais on aurait envie de se dire, si cette expérience-là est concluante, pourquoi est-ce qu'on ne retrouverait pas dans les futurs quartiers qui vont être construits juste à côté certains éléments je sais pas, des cultures, où on garde le skatepark, ou voilà, c'est des choses qu'on peut imaginer. Ou alors on pourrait se dire, voilà, c'était en fait intéressant d'avoir ce vaste espace libre en plein centre de Bienne, et peut-être qu'il ne faut pas urbaniser. Toutes ces questions aujourd'hui, on n'a pas de réponse, et puis ça se décidera dans le temps. Mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est de voir que cette occupation temporaire, elle joue un peu un rôle de soupape finalement dans la stratégie de développement de la ville, puisque là, on n'a pas une obligation d'urbaniser tout de suite, on peut temporiser, on peut voir comment ça se passe. Donc ça instaure dans la fabrique de la ville une forme de souplesse aussi par rapport à un planning de développement. Voilà. Donc ça, c'était le terrain de la Gurtzelen. Et puis, je vous présente rapidement, alors plutôt un projet d'espace public. Ça, c'est pas loin de chez moi. Il se trouve que j'habite à Lyon, en France. Donc ça, c'est à Villeurbanne, c'est la banlieue de Lyon, mais ça touche la ville. C'est un projet classique de réaménagement d'espace public qui intègre en cours de route une démarche d'occupation temporaire, qui n'était donc pas prévue au départ. Donc vous voyez, cette place, c'est plutôt un gros carrefour. Hein. C'était un peu la place de la Sala à Lausanne avant réaménagement, quoi. Il y a des voiries dans tous les sens, des bus, etc. Donc il y a un appel d'offres qui a été lancé pour refaire cette place, qui a désigné un lauréat. C'est le bureau base qui fait aussi ici en Suisse la 3e correction du Rhône. Ils ont commencé à travailler. Et puis, on a appris que le tramway allait passer au milieu de ce projet. Donc, il fallait revoir leur copie. Et puis, surtout, disons que le temps du projet allait s'allonger de 2 ou 3 ans, le temps que le tramway arrive. Alors, qu'est-ce qu'on fait pendant cet intervalle de temps ? Alors là, en l'occurrence, c'est la métropole de Lyon, pas la ville de Villeurbanne qui est maître d'ouvrage, mais ça revient un peu au même. Donc, la métropole, elle saisit cette opportunité pour lancer une démarche d'aménagement transitoire. Elle a plusieurs objectifs. Alors, elle veut d'abord tester des usages. Vous l'avez dit, c'est un des objectifs quand on fait de l'aménagement d'espace public. Les usages qu'elle avait envisagés dans son cahier des charges et qui avaient déjà été positionnés par l'équipe dans les études préliminaires. Elle veut offrir immédiatement aux habitants des nouveaux usages. Et puis, elle veut supprimer aussi un tiers des places de stationnement. Donc, elle a cette idée de commencer à habituer les gens à une nouvelle configuration de la place. Donc, à l'équipe de maîtrise d'œuvre, elle confie cette mission d'aménagement temporaire qui commence par une nouvelle phase de concertation. Donc, on demande aux habitants d'exprimer leurs envies sur les différents programmes de la place. On organise 2 journées de vote sur place pour que les gens disent quels sont leurs aménagements préférés. Les aménagements préférés sont réalisés entre 2019 et 2021. Alors là, vous voyez des
petit sketch qu'ont fait l'équipe pour montrer à quoi pouvaient ressembler ces aménagements et puis les réaliser ensuite, sachant que c'est des aménagements évolutifs dans le temps, ils font bouger les choses au fur et à mesure. Ensuite, ces usages ont été évalués par un bureau d'études extérieures qui a fait des enquêtes de terrain, il y a eu un questionnaire en ligne, et tout ça a été synthétisé et redonné à l'équipe de maîtrise d'œuvre qui s'en est servi pour modifier son avant-projet. Donc je dis tout ça parce que, effectivement, vous l'aviez dit tout à l'heure, ça représente du temps, ça représente de la matière grise quand on rentre dans un cadre institutionnel aussi comme ça. Et donc ça représente aussi un coût. Donc j'ai demandé au bureau de paysage ce que ça représentait. Ces aménagements, vous voyez là en ce moment, c'est à peu près comme ça. En bas, il y a des sortes de petites coccinelles en béton là, qui ont été positionnées au départ pour clore une voirie. Et puis elles se déplacent au fur et à mesure du temps. Il y a aussi des grands gradins, des nouveaux bancs, un kiosque, enfin un manège même. Tout ça représente, en termes de montant de travaux, ça représente 3% du montant total des travaux de la place. Donc c'est pas énorme, mais par contre ça représente 11% du montant total des honoraires de l'équipe de maîtrise d'œuvre. Ça veut dire qu'en termes quand même de matière grise, temps passé, c'est une chose qui se rémunère. Alors c'est un exemple, hein, ça se passe peut-être pas pareil, mais voilà. Et puis juste dernière slide sur ce projet, juste pour vous montrer comment c'est fait en fait. Hein, tout est donc récupéré, c'est-à-dire que c'est des services qui sont mis à contribution. On récupère des bordures, on récupère des plattelages et on les bricole et on les pose. Tout est démontable, tout est déplaçable, il pourrait être repositionné ailleurs dans la métropole. Et après, dans le projet final, on aura testé des choses, mais on ne retrouvera rien de tout ce qui est là. On passera vraiment à un projet pérenne avec des aménagements ancrés. Alors de tout ça, qu'est-ce qu'on tire comme conclusion? Je vous donne quelques réflexions en vrac, et puis après, on pourra en discuter. Sans doute qu'il faut éviter le systématisme sur ce type d'aménagement, parce que passer par un aménagement transitoire, ça se justifie peut-être pas toujours. Il faut bien savoir ce qu'on en attend comme plus-value pour les habitants, pour la ville, à quels besoins ça répond. Sur la question de la plus-value de faire un projet temporaire, la plus-value d'un projet temporaire sur le projet définitif, donc, comme dans ce cas-là, je trouve que c'est dur à évaluer. Comment est-ce qu'on peut dire que le projet définitif, il est meilleur, entre guillemets, parce qu'avant, on sera passé par des tests d'usage. C'est difficile à sentir, quoi. A priori, sur ce projet-là, par exemple, on voit que l'équipe de maîtrise d'œuvre a été intéressée par les retours d'expérience et a ajusté son projet en fonction des usages qu'il y avait sur la place. Donc, on se dit que c'est certainement positif. Troisième réflexion, le projet temporaire, en fait, c'est un projet à part entière. C'est ce qu'on disait juste avant. C'est pas seulement des palettes qui sont posées à l'avenant, qu'on bricole avec des habitants. C'est de la matière grise, c'est du dessin, c'est des dispositifs à mettre en place pour discuter avec les habitants. C'est des coûts, c'est de l'entretien, de la gestion. Et puis c'est des services qui doivent se mobiliser parce que souvent, c'est eux qui réalisent. Donc voilà, c'est un engagement dans des processus qui restent encore aujourd'hui expérimentaux, donc qu'on doit discuter ensemble entre services, élus, concepteurs et habitants. Donc si on veut faire ça sérieusement, c'est finalement pas du bricolage, même si ça en a un peu l'apparence. Il y a une chose aussi par rapport aux habitants, c'est qu'il ne faut sans doute pas faire croire aux habitants que le temporaire, c'est le vrai projet. Le temporaire, c'est le définitif, parce que finalement, c'est pas le cas. Il y a quand même une grosse différence entre ces deux types d'aménagements. Le transitoire, ben voilà, c'est des aménagements qu'on pose, de surface, on teste des choses, on déplace. Le pérenne, on rentre vraiment dans la topographie d'un lieu, dans un ancrage au sol, dans une politique de plantation, une politique de stationnement. On est dans le dur, quoi. Et puis, il ne faut pas non plus dire que parce qu'on installe un projet qui est un peu festif, ludique, coloré, il faut pas non plus il faut éviter de parler du projet à venir, qui peut être un projet vraiment dur. Il faut quand même communiquer sur ce qui se passe après. Et puis, je conclus sur un article que j'ai lu récemment dans la revue Urbanisme de mai 2021 sur ces aménagements post-Covid, qui était une critique en fait de l'urbanisme
tactique qui a été mis en place à Barcelone après le Covid. L'auteur rappelait ce qui avait fait le succès de l'expérience des supermanzanas. Je ne sais pas si vous voyez, supermanzanas, c'est ces blocs de la trame Cerda, au milieu desquels on a supprimé la circulation pour la reporter sur les extérieurs, ce qui fait qu'à l'intérieur, on peut être un piéton heureux. Et voilà. Donc, il rappelait que ces projets-là, ils avaient été montés en 3 étapes. La première, c'est conception et co-design avec les résidents. La deuxième, c'est faire des tests grandeur nature et puis ajuster les choses. Et la troisième, c'est pérenniser en réalisant les travaux d'aménagement. Pour l'auteur, c'était les 3 phases par lesquelles il fallait en passer. Et puis, il critique les aménagements qui ont eu lieu après, pendant la période de Covid, qui ont été faits un peu à la va-vite avec de la peinture et des éléments de mobilier en béton. Et il dit, d'une part, ça ne fonctionne pas vraiment parce qu'il y a un manque de lisibilité et de sécurité. Pourquoi ? Parce qu'on a géré avec du soft des problèmes hard de sécurité et d'accessibilité qui, en fait, auraient demandé qu'on fasse des aménagements infrastructurels. Donc, la démarche ne lui a pas semblé adaptée. Et puis ensuite, il dit que la concertation a été sacrifiée. C'est-à-dire que la ville a voulu griller des étapes. Elle a pris cette opportunité du Covid pour faire passer sa politique. Et finalement, elle a oublié les principes fondateurs de l'urbanisme tactique, qui étaient aussi que ça doit venir du bas des habitants. Voilà. Merci. Parfait, merci beaucoup Stéphanie Sonnette. Pour rappel à ceux qui nous regardent en live, n'hésitez pas à poser vos questions et nous les reprendrons à la fin, après la dernière présentation. Mais passons du coup sans plus tarder à la prochaine présentation, celle de Monsieur Étienne Ress. Quelques mots sur lui. Étienne Ress est ingénieur civil et urbaniste de formation. Après son diplôme d'ingénieur de l'EPFL en 2005, il s'est rapidement orienté vers la gestion de projet. D'abord en entreprise totale, puis au service de projet des axes forts de transport public au transport lausannois de 2009 à 2012, avec un petit détour par Madagascar pour son service civil en 2008-2009. Il a complété son parcours par un master en études avancées en urbanisme, terminé en 2014. Après plusieurs années passées dans un bureau d'assistance à la maîtrise d'ouvrage actif pour des projets d'envergure, il a pris la direction de la structure intercommunale de la Fabrique de Malais en 2019. La Fabrique de Malais est la structure de gestion mise en place par Prilly et Renan pour accompagner la transformation de la friche de Malais. Étienne Ress a également été député au Grand Conseil vaudois de 2016 à 2020, membre du groupe des Verts. Mon plaisir d'accueillir Étienne Ress est dédoublé puisque nous avons fait la même formation. Et si on avait su, lors de nos séminaires, qu'on allait, c'est les deux, se retrouver à une conférence comme celle-ci. En tout cas, le plaisir est fort ce soir de l'accueillir. Étienne Ress, je te passe la parole. Merci Madame la municipale, merci Carmen. J'espère que vous m'entendez et je ne sais pas si vous me voyez. Si c'est le cas, c'est super. Je remercie donc de me recevoir dans cette conférence webinaire et je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de présenter ça depuis chez moi à la maison. C'est effectivement plus pratique pour moi. Je vais partager mon écran. J'ai donc le plaisir de vous présenter le projet de la mallette que nous avons développé avec la Fabrique de Malais à Malais. Et voici le plan de la présentation. Je vais vous présenter ce qu'est la Fabrique de Malais, le projet Malais, le secteur, les projets à Malais, puis arriver sur la mallette. Vous allez voir que à peu près tout est lié. Et si on a réussi à développer le projet de la mallette, c'est parce que le contexte est assez particulier. Tout d'abord, le contexte géographique. Malais, c'est un endroit, c'est un site stratégique du projet d'agglomération Lausanne-Morges. Ça se trouve vraiment entre Lausanne et Renan sur la ligne CFF qui lie Lausanne à Renan et à Genève. Et c'est sur territoire communal de Prilly et Renan. Et c'est en fait, pour le secteur, c'est un peu une zone qui était, si on veut, à l'extrémité de chacune des 3 communes de Lausanne, Prilly et Renan. Voilà. Et vu le secteur et vu sa particularité, Prilly et Renan, pour le développement du projet de Malais que je vous présentais tout à l'heure, ont décidé de créer une structure de gestion intercommunale. Donc les villes de Prilly et Renan
les deux municipalités ont décidé de déléguer à un comité de direction représenté par les deux syndics et les deux municipales le pilotage du projet et la transformation d'un secteur, le secteur de Malais, en nouveau centre urbain. Vous voyez sur l'organigramme, c'est pas le plus intéressant, mais la cellule de projet, et j'ai la direction de cette cellule de projet. Donc c'est une équipe qui gère les projets, oriente les projets pour pouvoir développer les différentes transformations urbaines qui vont avoir lieu dans le secteur. L'objectif de la fabrique de Malais, c'est de transformer ce secteur, puis on a différentes missions, notamment accompagner les développements immobiliers, et puis c'est surtout la dernière ligne qui est intéressante. Les deux municipalités ayant senti que c'est un projet d'envergure et qu'il va y avoir la nécessité d'accompagner la transformation du secteur, ils ont souhaité avoir une structure pour pouvoir aussi coordonner la communication, animer la participation, gérer la transformation du secteur qui se déroule sur au moins une dizaine d'années. Et donc, du coup, l'importance de cette vie de quartier, de créer la future vie de quartier, était identifiée dès le départ. Malais, vous avez une image sur la gauche qui est la friche industrielle, sauf erreur, c'est des images des années 60. C'est une friche industrielle qu'il s'agit de régénérer, et donc l'objectif c'était de régénérer par un développement immobilier assez conséquent, 260 000 m² de surface de plancher, c'est à peu près 5 000 nouveaux habitants et emplois, et le parti pris urbanistique, c'était de développer, notamment grâce à une densité assez importante vers la halte prix Malais, et de densifier aussi avec les bâtiments hauts, ce qui permet de dégager pas mal de surface au sol pour des espaces publics généreux. Et donc dans l'agglomération Lausanne-Morges, c'est un futur centre avec des bâtiments hauts qui sera visible de assez loin. 4 sites ont été créés, si on veut, ou en tout cas identifiés et mis qui ont chacun leur vie propre. Le site du centre sportif ou la Vaudoise Arena, que vous voyez sur l'image en haut à gauche, le site de Malais-Viaduc et 2 sites de Malais-Gare et Malais-Gazomètre qui sont au sud des voies. J'ai mis une image prise de drone depuis le haut. Vous voyez ce que ça représente en termes de surface. La ligne rouge représente environ 100 mètres de distance. Je l'ai mis à cet endroit-là parce que c'est là où la zone de la Malette se développe. Vous voyez que c'est quand même assez conséquent comme secteur, et c'est surtout le sud, au sud des voies, où il y a un grand développement, et c'est surtout cet endroit-là qui va accueillir le plus grand potentiel d'habitants et d'emplois. Les différents projets à Malais, pour toujours établir le contexte, la Vaudoise Arena, qui est un complexe omnisport avec plusieurs patinoires, plusieurs piscines, un certain nombre de salles de conférences. La piscine la Vaudoise Arena a été inaugurée, elle a été utilisée pour les Jeux Olympiques de la Jeunesse en 2020, et la piscine olympique, elle, va être mise en service et inaugurée pour septembre de cette année. Un autre équipement d'importance, c'est un trait d'union, c'est un axe de mobilité douce. Dans tout le développement du secteur, il est aussi prévu de rajouter un franchissement des voies CFF, parce qu'il y en a très peu dans la région, et c'est d'ajouter une possibilité de traverser du nord au sud le site. Malais-Viaduc, c'est un secteur qui est entièrement sur la commune de Pries, qui va pouvoir comporter 2 nouvelles tours, dont la Tilia Tower, la tour la plus importante. Cette tour a été mise à l'enquête publique en début de cette année, et donc devrait recevoir son permis de construire durant cette année. La tour Malais-Phare, les travaux vont bientôt commencer, la grue devrait bientôt arriver. Il s'agit d'une extension de 14 étages de logement sur un bâtiment existant, un bâtiment qui s'appelle Malais Lumière. Malais-Gare, un projet porté par CFF Immobilier, les terrains appartenant à cette entité, à CFF Immobilier. Il s'agit d'un développement important, 5 grands bâtiments, 2 bâtiments hauts, 52 000 m² de surface de plancher, et surtout 2 grands espaces publics d'importance. Et là, le chantier démarre ces jours-ci. Et Malais-Gazomètre, c'est le territoire qui prend un peu plus de retard dans le développement de tout ce quartier. Le plan d'affectation n'est pas encore en vigueur, mais on y travaille pour avancer sur le plan d'affectation.
Et dans ce grand secteur, c'est un secteur de plus de 100 000 m², comme vous avez pu le voir, sur les dimensions sont importantes. Et dans un de ces secteurs, enfin dans ce secteur-là, il y a un sous-secteur qui était occupé précédemment par des abattoirs, les abattoirs de la ville de Lausanne. Et ces abattoirs ont été fermés en 2002. Ils ont finalement été démolis en 2015 et ont servi à accueillir pendant le chantier de la Vaudoise Arena, pendant que le chantier de la patinoire et du centre sportif et des piscines se déroule, une patinoire provisoire qui a accueilli le LHC, qui a également servi aussi pendant les Jeux Olympiques de la jeunesse. Et cette patinoire provisoire a été finalement démontée, laissant en 2020 un site, comme vous le voyez en bas à droite, un site d'importance, mais une grande friche vide et plane. Et le risque était important que ça se transforme en friche. Je n'arrive pas. Ah voilà. On arrive maintenant, donc tout ce contexte-là, c'est pour expliquer pourquoi on est arrivé à ce projet de la mallette et comment on l'a monté et quels étaient les enjeux et dans quel cadre de développement urbain la mallette s'inscrit. Les grands enjeux pour le développement de la mallette, c'est d'éviter un retour en friche de ce secteur. Ça a pu accueillir une patinoire provisoire pendant 3 ans. Ça peut donc accueillir de très grandes infrastructures, mais quand il n'y a plus rien, ou il n'y a plus d'intention sur un secteur de ce genre-là, le grand risque, c'est que ça se transforme en un gigantesque parking ou une zone de non-droit. L'objectif aussi et les enjeux pour la mallette, c'était d'anticiper les chantiers imminents, sachant que le projet de centrale mallette que je vous ai présenté juste avant allait arriver. On avait envie de créer un contrepoint à ces chantiers. C'était quand même des nuisances importantes dans une ville et au cœur de l'agglomération Lausanne-Morges. Il s'agissait de créer quelque chose de positif par rapport aux nuisances attendues. L'objectif aussi, c'était de dire que cet endroit a toujours été fermé. L'objectif était maintenant identifié de pouvoir traverser ce site, notamment aussi pouvoir utiliser le trait d'union, donc ce passage sous voie qui a été réalisé et mis en service début 2020. L'objectif, c'était de pouvoir le rejoindre à travers le site. Un autre enjeu, c'était de trouver et fédérer plusieurs acteurs pour occuper et animer le site. Si on arrive à mettre une patinoire provisoire sur un site de 12 000 m², il faut trouver pas mal d'acteurs, soit trouver un acteur qui est en mesure de gérer l'entier de ces mètres carrés occupés, soit trouver plusieurs acteurs et les fédérer et monter un projet en commun. Et l'autre enjeu aussi, c'est qu'il s'agit d'occuper le site à minima, c'était de 2021 à 2024, le temps que le plan d'affectation malais-gazomètre puisse avancer, que l'affectation du sol puisse être faite, pour qu'ensuite les projets immobiliers et finalement la transformation, la régénération du site puisse arriver avec un nouveau quartier. Et donc cette phase intermédiaire, pour l'instant, est définie de 2021-2024. Dans les plannings actuels, on est plutôt 2021-2025. Toujours dans les enjeux, puis comprendre comment on est arrivé au projet de la mallette que vous allez découvrir très bientôt en vue aérienne. Il y avait également un autre enjeu, c'est l'enjeu de retrouver un nouveau site pour une association qui gère une buvette provisoire qui s'appelle la Galicienne. Cette buvette provisoire a été mise en place sur le site de Malais-Viaduc. Donc c'était un site où vous avez pu voir la plus haute tour, la Tilia Tower, qui va pouvoir, dont le chantier pourra démarrer l'année prochaine a priori. Cette association, la buvette provisoire, elle est gérée par l'association High Lake Lausanne, qui gère également une autre buvette qui s'appelle la Jetée de la Compagnie à Lausanne. Et en fait, cette association, la High Lake Lausanne, a été appelée à l'époque de la mise à l'enquête du plan d'affectation Malais-Gare et des intentions urbanistiques quand elles sont précisées, pour justement occuper déjà un site précédent qui était déjà un site en friche et un site qui se trouvait au pied d'un viaduc du Galicien. C'est ce que vous voyez en arrière-fond, c'est un viaduc ferroviaire. Et donc cette association, la Galicienne, a pu monter une buvette provisoire dans le secteur, mais ils savaient déjà à l'époque que le site serait pour une durée d'occupation
Au départ, c'était prévu 1 à 2 ans. Finalement, ils sont restés de 2016 à 2020. Et à fin 2020, ils ont dû trouver un nouveau site. Et ils avaient la volonté d'aller dans un nouveau site. Et donc, c'est pour ça que c'était un des enjeux complémentaires de la mallette. C'est pour ça qu'ils sont intégrés dans le projet. Comment est-ce qu'on a monté le projet? On a appelé les différents partenaires, et notamment la Galicienne, et on a commencé à monter avec les intérêts de diverses associations un master plan, c'est-à-dire une sorte de vision du secteur et de voir comment est-ce qu'on pouvait cumuler un certain nombre de projets, que ce soit des projets culturels, que ce soit des projets sportifs, artistiques. L'objectif étant d'intégrer plusieurs nouveaux acteurs. Et donc là, vous avez une version de ce master plan, mais on a connu plusieurs. Pour le montage du projet, on a aussi mis quelque chose en place qui semble pas tout facile, mais qui finalement s'est fait par itération. Le terrain, les 12 000 m² du site de la Mallette, appartient à la ville de Lausanne, qui est propriétaire du site. C'était le propriétaire des abattoirs et de l'entier du site industriel à l'époque. Et donc, c'est la ville de Lausanne qui met à disposition le terrain à la ville de Prie. La ville de Prie a une convention d'utilisation avec l'ensemble des associations qui sont présentes sur le site. Et l'objectif, c'était que via la fabrique de Mallette, dans cette structure gestion intercommunale, on met en place quelques équipements de base, notamment un axe de mobilité douce, des infrastructures sportives, qu'on s'occupe de l'éclairage public. Par contre, chaque occupant, chaque utilisateur du site, chaque association apporte et finance ses propres équipements. L'objectif de supervision générale et la cohérence d'ensemble a été attribué à la Galicienne pour continuer à avoir une forme de cohérence et pour qu'ils puissent continuer leurs activités. Et la ville de Prie a une convention d'utilisation et d'occupation du site pour fixer les règles, les questions de gestion des déchets, le nettoyage et d'autres éléments qui sont importants à clarifier quand on a un site de cette importance. Le résultat, le voilà, pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'aller à Malais l'année passée. Voilà à quoi ressemble le site vu. Alors là, c'est une vue qui est prise du nord-ouest en direction du sud-est. Vous voyez un ruban de bitume qui est en fait l'axe de mobilité douce. Vous avez 2 chapiteaux, un bleu et un rouge et jaune. Vous avez au fond la buvette de la Galicienne avec une terrasse en bois. Et puis vous avez, ça c'est une vue en juillet 2021, au premier plan, un grand carré de bitume à nouveau, et ça c'est le terrain de basket. Voilà une autre vue du site qui date de novembre 2021. Vous avez une grande roue qui a été installée temporairement. Elle a été installée pendant quelques jours avec un forain qui est venu également avec des autotamponneuses. Donc le site permet tout d'un coup d'avoir des occupations provisoires qui ne sont pas pérennes sur quelques jours, sachant que la buvette de la Galicienne ou le grand chapiteau bleu que vous avez, eux, sont des installations qui sont fixes à l'année. Les associations, donc le projet tourne, l'animation n'est pas du ressort des communes de Prie et Renan, mais de ces différentes associations qui apportent leur couleur, la teinte à ce site. La Galicienne, elle, avait déjà un certain nombre d'activités dans son précédent site, et ils ont profité de les déplacer et agrandir leurs activités. Donc il s'agit d'une buvette, mais il y a également une piste de danse en plein air, c'est une des seules de la région, voire du canton. Ils ont régulièrement des soirées salsa, des soirées rock, des soirées de danse en plein air, et donc il y a possibilité pour aller d'aller là-bas et danser en plein air. Ils ont également une ligue d'improvisation théâtrale où ils réunissent régulièrement plusieurs centaines de personnes, spectateurs. Lors d'événements plus importants, là vous avez en bas à droite la retransmission de l'Euro 2020 qui a eu lieu en 2021. Donc c'est la possibilité de voir sur grand écran le foot, et on a réussi à ouvrir le site de la Mallette juste à temps pour l'Euro 2021 avec les restrictions Covid que l'on connaissait à l'époque, et donc le site était limité à 300 places. Donc ça c'est pour les activités et la vie de la Galicienne.
L'autre association qui possède le chapiteau, c'est une compagnie qui s'est créée spécifiquement pour l'occasion, qui émane de quelques personnes qui étaient actives dans l'école de cirque de Lausanne-Renan. Et ils ont monté un chapiteau autour des arts du spectacle en nous voulant ouvrir au-delà du cirque, mais aussi à la musique, à l'humour et à leur création propre. Une autre association qui a rejoint le site de la Mallette, c'est l'association L'Élan. Le projet, c'est la demeure. Il s'agit d'un espace social de rencontre autour de pratiques artistiques. Ils ont en fait monté une yourte et le programme se monte chaque mois avec les participants qui sont intéressés. Il y a par exemple des ateliers yoga, des ateliers cuisine, d'autres activités qu'on peut retrouver sur le site internet. Vous aurez les références à la fin de la présentation. Et quatrième et dernière association qui a rejoint le site, c'est Accessicle. C'est un atelier participatif de réparation, vente et location de vélos. Ils ont rejoint le site pour justement pérenniser aussi leurs activités qui se trouvaient ailleurs dans l'agglomération. Ils ont retrouvé à la Mallette un endroit qui permet de pérenniser leurs activités. Et les infrastructures qu'on a rajoutées, elles sont entre guillemets autogérées, ou en tout cas nous on a mis en place les infrastructures, le terrain de basket, il y a un pump track et c'est des zones qui sont en libre accès, des espaces publics qui sont maintenant assez régulièrement utilisés. Voilà, j'ai volontairement essayé d'être rapide sur le sujet pour ouvrir la place à la discussion et j'espère que vous avez eu une bonne vision d'ensemble sur ce qui s'y passe. Parfait, merci pour cette présentation. On en vient à la troisième partie de cette soirée, soit les questions. Alors, je n'ai pas reçu de questions en ligne, mais peut-être que dans la salle, certaines de ces présentations ont suscité des questions. N'hésitez pas à vous lancer. Ah, Monsieur Savio. J'étais prête au cas où, mais c'est très bien si c'est... Bon, je reprends la parole. Je vous remercie pour les deux interventions qui étaient très enrichissantes. Moi, j'ai retenu une chose que j'ai apprise dans les deux interventions, c'est que il y a beaucoup de, il y a beaucoup de gestion de ces espaces qui sont donnés à la société civile. Dans l'exemple des Grands Voisins, l'exemple de Gurselen ou encore la Mallette, on voit qu'il y a une délégation à la société civile de la gestion et de l'animation de ces lieux que je trouve très intéressante. Moi, j'ai l'idée de la notion du partenariat public-privé, mais quand on parle de PPP, on imagine souvent des grosses machines. Mais là, on est dans une forme de partenariat public-privé. Et du coup, vous avez parlé, Madame Sennett, d'un contrat de confiance ou de contrat après d'usage que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si je m'adresse aux deux ou je ne sais pas exactement comment formuler ma question, mais aussi, mais elle serait de quelle manière est-ce qu'on peut créer cette synergie ou cet accord contractuel entre la collectivité et puis le privé? Quels sont les outils légaux pour faire ça? Enfin, c'est une question à rallonge peut-être, mais quels sont aussi les risques et puis le risque de déléguer peut-être ces choses-là? On voit un intérêt certain pour pouvoir déléguer une animation qui coûterait beaucoup d'argent à la collectivité publique en donnant à la société civile qui peut avoir souvent l'opportunité de s'investir de manière associative et s'engager dans ce genre de projet. Donc je trouve très intéressant de relever ça et puis j'aurais peut-être voulu entendre un petit peu plus sur ces deals privés-publics. Alors peut-être nos deux intervenants, Madame Stéphanie Sonnette. Alors sur les outils juridiques, là je vais caler, je ne sais pas, mais effectivement c'est une chose qu'on retrouve dans les trois projets dont on a parlé. Sur la Gurselen, je trouve que c'est un exemple intéressant parce que finalement la collectivité reporte quand même une responsabilité qui est importante sur l'association qui va gérer. C'est-à-dire que l'association, elle s'occupe
la mise aux normes plus ou moins de l'espace, de son entretien, de sa gestion, des poubelles, de l'éclairage. Elle s'occupe de tout et elle ne bénéficie d'aucune subvention de la part de la ville. Elle a le soutien plein et entier de la ville, c'est contractualisé. Il y a des rencontres tous les mois entre la direction, alors c'est pas la direction de l'urbanisme, c'est la direction plus sociale qui suit le projet, qui est investie dans ce projet, et tous les mois il y a des discussions, mais l'association est vraiment maîtresse des lieux d'une certaine manière, elle est responsable de ce qui s'y passe, et elle-même elle délègue à d'autres associations qui ont des projets. Les différents, vous avez vu le skatepark tout à l'heure, apparemment c'est 3 jeunes gens de Bienne qui ont monté ce skatepark, ils se sont débrouillés tout seuls pour trouver les... Donc là on est proche aussi du bricolage, ce qui n'est pas le cas je pense du tout pour la fabrique de Malais, où on est peut-être plus dans avec des gens qui sont professionnels, disons, des associations qui ont déjà cette expérience de l'occupation temporaire. Après, ouais, sur les outils juridiques, je ne pourrais pas vous dire, aller beaucoup plus loin, mais peut-être qu'Étienne Ress a plus de réponses. Alors, on vous cède la parole, Étienne Ress, peut-être sur le modèle, du coup, justement, de Malais. Pour le cas de la mallette, c'est quelque chose qui est venu s'ajouter à ce qui se fait déjà. C'était vraiment une question d'opportunité liée au caractère particulier de Malais, au caractère particulier du site de la Mallette qui s'est libéré. Et donc là, il y a vraiment des choses qui se sont créées spécifiquement pour le site de la Mallette, l'association OCHAP. En fait, on a cristallisé des besoins sur ce site de OCHAP. Ils avaient déjà l'intention d'acheter un chapiteau et de se lancer dans une compagnie, et ça a donné l'impulsion. Pour le projet de la demeure, ils avaient déjà quelques subventions, ils étaient en train de monter leur dossier de subvention, ils avaient déjà l'envie de créer un projet participatif autour de la pratique artistique et puis de cette idée de yourte, sauf qu'ils cherchaient un lieu. Et Accessicle, ils avaient aussi un lieu et puis ils ont dû déménager, donc il s'est venu se cristalliser à la Mallette. Et pour la Galicienne, comme on l'a vu, ils avaient répondu à un besoin en 2016 quand ils étaient venus à la demande des autorités de prix et Renan d'animer tout d'un coup une friche. Il y avait cette possibilité-là. Et c'est vrai que parmi tous ces acteurs, ceux qui sont, j'ouvre les guillemets, les plus professionnels, c'est effectivement l'association Alec Lausanne, parce que eux ont quand même lancé tout un mouvement avec la jetée de la compagnie et qui, de ma connaissance, a essaimé, a créé des émules type La Coquette à Morges et plusieurs autres buvettes provisoires qui se sont créées. Donc c'est vrai que l'association Alec Lausanne, elle a quand même pas mal de bouteilles et quand même voilà, ils savaient ce qu'ils faisaient quand ils ont rejoint le site de la Mallette. Par contre, c'est la dimension qui est quelque chose d'assez exceptionnel. Donc, j'ai l'impression que la question ne se porte pas tellement sur est-ce que on demande à des associations de prendre le rôle d'animation de la part des villes. Je pense pas que ce soit le cas. Je pense que c'est vraiment le rôle des villes de créer un cadre favorable. Et à ce moment-là, s'il y a des ambitions ou des intérêts de la part d'associations d'y mettre quelque chose, et ben à ce moment-là, on crée un cadre favorable. Mais c'est vraiment en plus, ça vient en plus des politiques culturelles et d'enfance et jeunesse de chacune des villes. En tout cas, pour ce qui se passe à Malais. Parfait, merci bien. Nous avions une question juste là derrière. Oui, madame. Merci beaucoup. J'ai entendu dans votre intervention, Madame Sonnette, une réflexion par rapport à la qualité qui m'a interpellée. Donc, vous avez mis un peu en doute ou on questionnait la qualité de ces réalisations. Et puis, quelque part, je me demande si le fait que ces réalisations rencontrent peut-être une meilleure adhésion, si ce n'est pas déjà une part importante de la qualité. Et puis, finalement, dans ce type de processus, qui définit ou qui a le pouvoir de définir les critères de qualité? Enfin, il me semble qu'il y a des choses vraiment très intéressantes aussi, ce que vous avez dit par rapport à Barcelone.
Finalement, quelque part dans ces processus, il y a un peu un partage de pouvoir hein, entre qui peut déterminer ou donner une forme aux aménagements. Et est-ce qu'il y a des enseignements par rapport à ça, des règles, comment on gère ces tensions ou ce flou? Ouais, alors oui, alors nous on met en question ce type de mouvement dans le sens où aujourd'hui on a une convergence vers ces démarches-là, et parfois on se pose la question, est-ce qu'elles sont vraiment utiles ici? Il y a aussi une tendance à vouloir faire parce qu'on veut faire. Nous, on a toujours tendance à s'interroger sur ces phénomènes. On s'interroge aussi sur une chose, alors c'est vrai que nous, on est une revue d'architecture, d'urbanisme, de paysage, une revue professionnelle, et c'est vrai que ça met aussi en question le rôle des professionnels, entre guillemets, hein, c'est-à-dire les professionnels de l'espace, ce type d'aménagement. Parce qu'effectivement, c'est de la peinture, c'est des choses qu'on déplace, c'est pas ce qu'on pourrait considérer comme du design, du dessin d'espace, si on parle d'espace public par exemple. C'est pour ça qu'on pose ces questions. Après, vous avez raison, en termes d'usage, on voit que ce sont des... Alors, pas partout, hein, après c'est le cas par cas, mais on voit que ça peut réellement changer les choses. Et effectivement, l'exemple des Super Manzanas, c'est un très bon exemple, parce qu'on change la vie des quartiers. Alors, ça pose d'autres questions, parce qu'on reporte la voiture ailleurs. Bon, je n'ai pas étudié ça dans le détail, mais on a les moyens, avec des aménagements limités et peu coûteux, finalement, de changer la vie de certains quartiers ou d'ouvrir des espaces qui n'existaient pas à une population. Et ça rencontre, vous avez raison, souvent, son public. Donc ça, c'est une chose qui est intéressante à observer. Après, comment après on bascule dans du projet pérenne? Est-ce que on pourrait, c'est-à-dire qu'avant on faisait confiance aux architectes et aux paysagistes pour dessiner un espace public et se dire ah formidable. Bon, maintenant on a ce passage qui devient presque un peu obligé par une phase transitoire. Et c'est ce que je disais aussi, c'est qu'à un moment, si on veut bien faire cette phase transitoire, eh bien, il faut sortir du bricolage. Et ça veut dire qu'il faut y consacrer du temps. Il faut avoir aussi des professionnels. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des professionnels aussi du transitoire ou des professionnels du pérenne, mais qui se mettent au transitoire et qui se posent des questions sur comment on fait. Parce qu'on ne fait pas que du bricolage. Donc, voilà, il faut y consacrer l'énergie et la matière grise nécessaire. Parfait, merci bien. Peut-être juste par rapport aux règles, je ne sais pas si M. Ress, il a aussi une réponse dans le sens justement, est-ce qu'il ne faut pas instituer des règles avec lesquelles on arrive à gérer ce flou finalement, qui détient, qui peut définir la qualité? Parce que du moment que la population, les usagers, ils peuvent influencer, je pense que dans leur optique, dans l'optique des usagers, c'est un gain de qualité, mais qui n'est pas forcément partagé après par le professionnel. Et comment on règle ce genre de tension? Pour remettre dans le contexte, la Mallette est quand même un cas particulier où en fait c'était pas un espace public avant. Avant c'était un espace fermé, c'était des abattoirs, et ensuite quand les abattoirs ont été fermés, c'était un endroit où on n'autorisait pas d'entrer. Ils ont été démolis pour ensuite laisser la place à une patinoire provisoire qui était finalement une sorte de privatisation d'un lieu, ou en tout cas un lieu qui est fermé. Et puis là, on a créé un nouvel espace public. Donc là, sur le coup, la qualité de l'espace public, c'était un élément. Notre objectif principal, c'était l'objectif de pouvoir y traverser en mobilité douce, piéton-vélo, de ne pas pouvoir laisser la circulation automobile s'y faire. Et donc l'espace public, c'est un espace un peu particulier parce que le site est quand même tellement grand. Ce qu'on autorise essentiellement, là où on met de l'éclairage public, c'est uniquement le long de l'axe de mobilité douce, ce fameux ruban de bitume que vous avez vu. Donc sur le coup, là, les règles qu'on a fixées, elles étaient extrêmement souples pour définir. Nous, l'essentiel, c'était de traverser le site. Après la manière dont l'enrobé, la largeur de l'enrobé, on a fixé
voilà, on a dit qu'il fallait que ça soit au moins 3 mètres pour qu'on puisse circuler de part et d'autre. Mais ce qui est aussi important à voir, c'est que là, on est dans un site qui est voué à disparaître. On ne cherche pas à créer un espace public de cette dimension-là et on ne cherche pas à tester des usages sur cet espace-là. Le site, comme il est là maintenant, lui, va être quasiment entièrement urbanisé. Et là, il y a beaucoup de droits à bâtir en jeu. Et donc, globalement, la qualité que l'on pourrait voir, ou ceux qui devraient juger de la qualité, finalement, ça se fait au sein de cette période transitoire 2021-24 ou 2021-25. Parfait, on a une question tout devant. Est-ce qu'on peut faire revenir le micro? On a une petite ville et je sais que c'est Monsieur Cochon qui va poser la question. Est-ce que, oui, on m'entend, c'est parfait. Je vous remercie de m'avoir nommé aux yeux de tout le monde. Je suis venu ce soir avec deux attentes. L'une, c'était de comprendre ce qu'était l'urbanisme tactique, parce que comme c'est un article de constitution de Wikipédia, il n'est pas encore de notoriété validée. Et puis la deuxième chose, j'ai été très attiré par ce titre « Espace vert public » à modifier plus rapidement. Je suis un propriétaire qui a la chance de planter des arbres et d'avoir non pas un gazon, mais avoir une prairie, enfin des choses comme ça. Donc c'est ça qui m'a attiré. Alors je vous remercie parce que je vois un petit peu plus clair, surtout avec la notion que ce serait plutôt un urbanisme temporaire. Et je m'entends mieux avec ça, parce que comme ancien militaire, je suis profondément irrité par la tactique. On fait de la tactique quand on n'est pas capable d'avoir une stratégie. La tactique, c'est un outil qui vient aider a posteriori une stratégie à pouvoir se réaliser. Alors, le temporaire me va bien. Alors, j'aimerais dire ce qu'il y a de positif, puis je suis souvent extrêmement critique sur l'urbanisme à Yverdon. Je trouve que dans ce que vous avez dit, Madame Sonnette, il sort de la créativité, il y a un côté temporaire, il me semble qu'il y a un bon usage des espaces, quand trop souvent des espaces sont soustraits. Vous avez parlé de soupape aussi, et puis vous avez eu un petit sourire au moment où vous avez prononcé le mot squat à un moment donné, et puis vous avez passé assez rapidement. Et au-delà de ces aspects positifs, je pars content de l'information que j'ai reçue ce soir. Par contre, j'ai été très mécontent depuis quelques semaines par un certain nombre de mesures qui ont été prises sous le nom d'urbanisme tactique à Yverdon, on n'a pas parlé temporaire, et puis également des mesures Covid qui ont été prises à l'emporte-pièce, et vous l'avez dit aussi. Et ça, ce n'est pas en faveur d'une bonne adhésion à des projets d'urbanisme temporaire. Au-delà de ça, j'ai deux questions qui me paraissent quand même assez importantes. L'une, elle est par rapport à tout ce qui a été dit sur les occupations. J'ai surtout entendu des projets culturels. À part votre exemple de Bienne, on a parlé de jardins associatifs et tout, il y a essentiellement de la culture qui apparaît. Or, ce dont nous manquons à Yverdon, c'est pour ça que je suis venu, on parle d'îlots de chaleur, on parle de choses comme ça, et moi je m'attendais à ce que vous me disiez, pour qu'on ait des espaces verts publics plus rapidement réalisés, on va acheter dans des pépinières des arbres bien plus grands, pour qu'ils poussent plus vite. On va enfin empêcher des promoteurs de mettre uniquement du minéral au sol au lieu de vrais projets filtrants. Donc de ce côté-là, j'ai une certaine insatisfaction. Et puis j'ai deux questions qui me dérangent. Monsieur Retz, ou je n'ai pas bien compris le nom, a parlé à un moment donné qu'il fallait éviter le retour à une zone de non-droit. Et c'est toute la question de ce qui est en marge par rapport au squat dont vous avez parlé et autres, parce que tout ça, ça dessert encore. Autant je serais prêt à soutenir des projets où des promoteurs bloquent les terrains et tout pendant des années, autant il y a d'autres dérapages qu'on a eu à Yverdon qui sont inacceptables et qui desservent la cause en question. Et puis, la dernière remarque que je ferai, elle est par rapport à l'espace public. Moi, ce qui m'a intéressé pendant des années à la commission de gestion, c'est qu'on a eu un bon usage de l'espace public. Or, on a vu apparaître, et ça a été dit tout à l'heure, que ce n'était pas de l'espace public, par exemple, telle ou telle réalisation qui était faite. Alors, quand on prend une ancienne friche, et puis qu'on en fait quelque chose de positif, comme tout ce qui est montré là, moi j'adhère automatiquement. Mais quand on supprime, comme on l'a fait à Yverdon, des places de voitures,
et qu'à la place, on fait encore un peu de peinture, on veut croire qu'on va réaliser un truc. Ça me paraît pas sérieux, parce que ces places de parc, elles appartiennent à la collectivité dans un premier temps. Alors, qu'on les remette en question, moi je suis tout à fait d'accord. Il y aura une évolution, on peut les faire plus petites, il y aura plus petites voitures, mais la méthode en question qui est employée, en tout cas à Yverdon, elle dessert complètement l'idée qu'on pourrait faire différemment avec l'espace public. On passe, on force avec quelque chose, avec quelque part la suppression de places de parc qui sont nécessaires au commerce. Je ne vais pas développer plus, il y a d'autres gens qui vont s'exprimer. Mais c'est vous dire qu'à la fois j'ai été intéressé, ça me clarifie des choses, mais attention à tout ce qui est de la limite. Et j'ai craint une chose, c'est quand on parle de faire plus rapidement, c'est qu'on en vienne à vouloir court-circuiter les processus démocratiques. On n'évite pas, j'ai été très surpris d'entendre qu'à Malais, on allait pouvoir construire, j'ai cru qu'on était encore en phase d'opposition, parce qu'il y a des choses qui sont complexes. Merci, je me tais. Alors peut-être qu'on va prendre les questions une à une. La première, du moins celle que je voyais, c'était l'intervention sur la nature. C'est vrai que c'était aussi une question que j'avais, si jamais, en réserve. Ce qui frappe le cas de Bienne, c'est effectivement l'idée de densifier la nature. Et puis dans plusieurs exposés, on voyait l'aspect culturel très fort, comme l'a dit M. Cochon. Mais néanmoins, c'est vrai que la nature est aussi visiblement quelque chose qui revient de temps en temps, même si sur le cas de Malais, on voit un espace très, très minéral. Est-ce que c'est pas finalement ces friches l'opportunité de pré-végétaliser, d'amorcer une réflexion autour de la nature? Enfin voilà, du coup déjà une petite amorce autour de cette thématique-là. Alors, dans le dossier qu'on a fait sur dans Tracé, il y a effectivement la question du préverdissement qui a été posée, parce que c'est vrai qu'on a des espaces, la Malais, c'est un bon exemple, c'est une plateforme, je ne sais pas dans quelle mesure on peut la végétaliser, il faudrait la perforer, mais vous avez raison, la question des îlots de chaleur en ville, c'est une question fondamentale. Après, dans l'article qu'on a publié dans Tracé, on a interviewé un pépiniériste qui disait qu'il croulait à Genève, qui croulait sous les demandes de préverdissement transitoire, et lui-même il était un peu circonspect par rapport à ça, parce qu'il disait finalement les arbres, on les maltraite aussi dans le cadre de ces préverdissements qui sont eux aussi temporaires. Et il y a la question de l'arbre jetable, c'est aussi une vraie question. On l'a vu, même dans le projet que j'ai présenté sur la place, on a des arbres en pot, déplacer les arbres, les implanter à un endroit en se disant que on les réutilisera dans le projet, mais pas au même endroit. Et c'est aussi, du point de vue du pépiniériste, une chose qui n'est pas forcément une très très bonne idée. Mais ceci dit, alors moi je viens de Lyon, sur le site de la Confluence, qui est un grand terrain industriel qui s'urbanise depuis 20 ans. On a le premier, alors c'est toujours l'agence, le bureau base, encore lui, qui a installé une pépinière sur le site, dans l'attente de pouvoir planter ce qu'ils appellent une forêt. Donc dans les interstices entre les bâtiments qui sont en construction, effectivement, on a des arbres qui sont comme en pépinière et qui seront retransplantés le moment venu au bon endroit. Je ne sais pas si c'est très bon pour les arbres, mais effectivement, ça rentre, on pourrait considérer que ça rentre aussi, cette végétalisation des espaces dans l'intervalle, ça rentre aussi dans ce qu'on peut appeler l'urbanisme transitoire. Une sorte de pré-pépinière. Et puis du côté de Malais, du coup, cet espace très minéral, est-ce qu'il n'y a pas eu une envie des associations de le pré-végétaliser, pré-verdir? Alors, je vous remercie pour la question. Ça ne se voit pas effectivement vu la taille du site, mais nous avons mis en place des aménagements paysagers. Il y a un petit jardin potager de quelques bacs qui se trouve dans le coin sud-est du site. Les images ne rendent pas honneur à ces quelques aménagements paysagers. On a amené de la terre végétale, on a planté quelques arbustes, mais vu la taille du site, il s'agirait de faire une forêt pour que ça soit vraiment quelque chose de très vert et de très visible. Et donc là, on est dans la confrontation du côté transitoire et le coût que ça représente
le site de Malais, comme j'ai dit, c'est des anciens abattoirs. C'est très minéral et l'essentiel, c'est des dalles en béton. Donc il s'agit effectivement, enfin, on ne peut pas aller chercher la pleine terre. On a quand même, puis en plus, tout le secteur, c'est un secteur de remblais. C'était à l'époque, c'était la vallée du Flon, et donc tout ça sont des remblais, et donc voilà, c'est pas non plus le lieu qu'on imagine propice et idéal pour remettre la verdure plutôt. Après, je rejoins ce que dit Madame Sonnette, c'est que prendre des arbres et pré-verdir ou d'implanter quelques arbres pour donner l'impression que c'est vert, pour ensuite après les redéplacer sans avoir encore une idée fixe où on veut implanter des arbres pour qu'ils se développent correctement, c'est assez compliqué. On a encore l'ambition en vue du projet Central Malais, donc qui va avoir lieu au nord, de potentiellement déjà acheter maintenant les arbres et les faire croître sur le site pour donner la dimension future des autres espaces publics qui vont eux être pérennes. Mais là, ça dépend aussi, et c'est plus forcément dans les mains des porteurs de projets, des communes territoriales, mais des propriétaires immobiliers. Et puis pour la deuxième question, j'essaie de la reformuler, hein, vous me dites si ça vous convient, mais c'est autour de la question des squats. Est-ce que vaut-il, je vais peut-être la formuler comme ça, est-ce que c'est mieux de laisser une zone de non-droit avec le risque que ça devienne un squat, ou peut-être avec cet urbanisme temporaire pousser à ce qu'il y ait un squat? Ça peut, la poule et l'œuf. Peut-être que c'est vous qui devez répondre sur une question comme ça. Moi, je posais la question, qu'est-ce qu'on observe en fait? On va plutôt dire comme ça. Tous les cas sont possibles. C'est-à-dire que la plupart du temps, aujourd'hui, quand on a des ZAD, c'est qu'on manifeste contre une transformation d'un territoire. Parce qu'on sait ce qui va venir après. On sait que, je sais pas, on va urbaniser un terrain qui avant était autre chose qu'on aimait bien. Donc la ZAD, le squat, c'est une forme de combat contre un projet qui vient après. On a aussi des cas, quand il y a un projet après, l'idée n'était pas d'être vent debout contre ce projet à venir. C'était pas les premières initiatives de forum d'architecture, elles n'étaient pas contre la densification, mais c'était plutôt constructif. C'était l'idée de dire, on a cet espace qui va rester vide pendant 10 ans, on toque à la porte de la ville et on dit, nous, on a des projets pour cet espace, et là, on rentre en discussion avec la ville et on travaille ensemble. On arrive à faire quelque chose. Il n'y avait pas cette notion d'opposition frontale. Et après, on peut faire comme à Malais, c'est-à-dire anticiper le devenir de territoires dont on sait qu'ils vont rester vides pendant longtemps, et à ce moment-là, aller chercher des porteurs de projets, des associations, et organiser une occupation de cet espace de manière tout ce qu'il y a de plus institutionnel finalement, en programmant l'occupation de ces espaces. Donc il y a plusieurs... Après, voilà, que faire d'un squat, que faire d'une ZAD, je n'ai pas de réponse. Mais en tout cas, c'est aussi une manière d'intervenir. C'était le sens aussi de ce petit détour historique. C'est de dire qu'il ne faut pas oublier aussi que la parole citoyenne qui s'oppose, elle est valable. C'est-à-dire que les gens qui ont des choses à dire sur un projet d'aménagement ou un projet d'urbanisation, qui ne sont pas d'accord avec ce projet et qui peuvent occuper un terrain, c'est aussi une voix qu'on peut entendre et avec laquelle on peut discuter. Je pense qu'en fait, dans ces occupations temporaires, l'idée, c'est aussi de tout mettre un petit peu sous le... Ça peut être l'idée de tout mettre sous le capot, c'est-à-dire de ne pas, sous des dehors ludiques, festifs, de mettre un peu de côté les choses qui fâchent et d'évacuer aussi des débats qui suscitent des oppositions sur la voiture, sur l'urbanisation, sur la densification. Donc il faut trouver une manière à la fois de faire des choses avec des associations, d'animer des lieux, etc. Ça, c'est très intéressant. Mais il ne faut pas occulter aussi ce qui peut venir derrière, c'est-à-dire dur, quoi. Ou des stratégies. Vous parliez de la différence entre stratégie et tactique. Quand on supprime des places de stationnement, on ne supprime pas 4 places de stationnement. On est aussi dans une réflexion à plus long terme sur c'est quoi la place de la voiture en ville. J'imagine qu'à Yverdon, c'est le cas aussi. Vous avez
une vision, vous saisissez une opportunité à un moment pour voir si on enlève 4 places ici, qu'est-ce que ça donne dans l'espace, comment ça se passe, comment les gens s'adaptent. Puis ça se trouve, ça va très bien se passer. Et puis on pourra avancer comme ça, un pas après l'autre, mais dans le cadre d'une stratégie qui est définie elle aussi. Mais vous avez fait le lien avec effectivement cette troisième question. J'ai vu qu'il y avait une main qui s'était levée là derrière. Oui, monsieur? Oui, merci. Étienne Doyen, je suis chargé d'études chez RRA Team Plus, puis aussi membre de Rue de l'Avenir. C'est plutôt une réaction en fait par rapport à différentes choses qui ont été dites. Moi, je vous remercie pour la soirée, puis c'est vrai que ça permet d'expliquer ce que c'est cet urbanisme temporaire tactique. Moi, ce qui m'a... Alors, le temps est court, hein, mais ce qui m'a surpris, c'est que, à part juste là, juste maintenant, on a très peu évoqué ces questions d'adaptation de nos territoires au dérèglement climatique. Et pour moi, ces questions d'urbanisme transitoire, temporaire, elles sont liées aussi beaucoup à ça. Donc, dans ces vagues historiques que Madame Sonnette a décrites, la vague Covid, en fait, elle a été saisie comme ça. Donc c'est pour moi la question de la qualité ou du manque de qualité en fait des projets qui peuvent être issus de ce type d'urbanisme. Elle doit être pensée aussi en relation avec les coûts que ça générerait pour un territoire, une collectivité, de réaménager nos rues dans un laps de temps qui devient court en fait. Et la capacité des projeteurs à simplement enchaîner les heures de travail pour redessiner tous ces espaces, si jamais on avait de l'argent pour le faire. Donc pour moi, c'est aussi, et c'est plus pour aussi lancer la discussion, mais pour moi, c'est un enjeu aussi pour les villes, pour les autorités, comme on le fait ce soir, d'alimenter ce récit sur cet urbanisme. Comment est-ce qu'on l'appelle? À quel objectif il répond? Parce qu'en fait, est-ce qu'on a encore le choix? En fait, les autorités sont en train de produire des plans climat avec des horizons de neutralité carbone à 2030-2050 qui sont très clairs et personne ne sait comment on va y arriver. Donc, pour moi, c'est vraiment un enjeu sur comment on communique sur cette nécessité, en fait, de changer nos manières de faire la ville. Est-ce que vous voulez réagir à cette intervention, Madame Ouais. Sonnette? Oui. Beaucoup de choses, oui, beaucoup d'éléments. Ouais. Non, mais oui, j'entends ce que vous dites. Après, c'est vrai qu'agir dans l'urgence, ça peut aussi nous mener à... Enfin, je pense qu'il y a aussi dans nos métiers, dans vos métiers, une espèce de montée en compétence finalement sur cette nouvelle manière de faire la ville, un peu dans l'urgence, avec moins de moyens. Aujourd'hui, je sais pas si on est... Enfin, RRA, vous êtes un bureau de mobilité? Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Donc, je ne sais pas, vous, dans votre bureau, comment vous intervenez sur ce type de projet, si on vous appelle d'ailleurs, ou si les villes font elles-mêmes, et comment vous adaptez vos propres manières de faire aussi à ces aménagements qui ne sont pas des aménagements classiques, parce que c'est de la peinture ou des choses un peu bricolées, et dans l'urgence qu'on peut vous imposer. Mais effectivement, vous avez raison de remettre ce sujet sur la table, parce que derrière, si on parle de la place de la voiture ou si on parle du végétal dans l'espace public, c'est aussi ça l'idée, mais il ne faut sûrement pas faire les choses aussi n'importe comment. J'entends que faire un projet d'espace public, ça peut prendre 5 ans, refaire des voiries, ça peut prendre le même temps, et peut-être qu'on n'a pas le temps, mais en même temps, ce qu'on disait à l'instant sur les arbres, déplacer des arbres, planter des arbres n'importe comment sous prétexte qu'il faut planter des arbres, c'est sans doute pas non plus la meilleure solution. Il y a un entre-deux sans doute à tout le monde. Je sais pas d'ailleurs, vous êtes sollicité pour des aménagements temporaires? Peu encore. Mais on travaille avec une ville, par exemple, sur la mise en zone de rencontre de la vieille ville. Et puis, on essaie de les inciter à aller dans une logique d'essai.
Je veux dire, vous avez 1 an pour faire cette expertise des vitesses, donc purement domaine public, mobilité, et puis on essaie de les inciter à utiliser des parklets, donc ces mobiliers temporaires, et de les déplacer en fait dans le périmètre de la vieille ville pour tester des suppressions de places de parc, des nouvelles assises, pour faire un peu plus communiquer le trottoir avec la rue. Mais c'est vrai que c'est pas encore un réflexe. Je dirais, moi aussi, je suis un peu dépourvu. C'est plutôt une question générale, mais aussi nous, on suit la tendance, mais on n'a pas cette fibre comme certains bureaux de participation ont. C'est à la base, notre compétence de base, alors c'est pas la mienne, mais notre compétence de base, c'est vraiment l'ingénierie, quoi. Donc, c'est aussi des compétences, comme vous dites, à développer, quoi. Je ne sais pas si Étienne Rez veut intervenir sur ce sujet-là, parce qu'à quelque part, ça doit être assez perturbant sur un gros secteur comme autour de Malais, où finalement les planifications prennent 5, 10 ans, et où finalement des intervenants arrivent et plantent des tentes et font vivre un quartier en une année. Il doit y avoir à quelque part un sentiment dual dans cette planification au long cours et des choses éphémères qui se mettent tout de suite en place. Alors, je pense que c'était assumé et c'était de manière consciente que dans la création de la fabrique de Malais, il y ait cette notion d'animation et vie de quartier, parce qu'on savait déjà à l'époque le temps serait long pour la transformation du site de Malais. Donc, au contraire, nous, on a cherché à animer, et donc c'est plutôt positif et on le voit d'une très belle manière de dire, oui, il y a encore un espace vide et il s'agit on va lui donner la possibilité de faire vivre quelque chose, mais c'est aussi un message assez fort en disant, voilà, on a une friche, plus tard, ça sera un morceau de ville. Et avant que l'on arrive là, donc les chantiers commencent maintenant, mais l'année passée, c'était avant qu'on arrive avec les chantiers, on est déjà capable de faire vivre, faire réunir des gens et de créer une identité à ce quartier. Et puis ça, c'est aussi une particularité de Malais, c'est que l'identité du quartier, les gens il y a déjà une identité forte dans ce quartier, même si c'est un grand espace industriel qui va être régénéré. Donc on l'a appelé de nos voeux, et puis on sait aussi que le moment où le projet central Malais avec ses 2 grands espaces publics arrivera et sera inauguré, on aura déjà préfiguré ce que peut être la vie de quartier via cet endroit-là. Mais il faut quand même préciser que le site de la Malette est particulier. Il est très minéral, il est très dur, et ça ressemblera pas aux espaces publics que l'on va créer. Mais c'est quand même aussi une intention forte des 2 municipalités de dire on investit déjà maintenant dans la vie de quartier, alors avec des moyens évidemment très faibles par rapport aux enjeux et au coût du développement immobilier et puis au coût des projets immobiliers qui y arrivent, mais c'est déjà l'occasion de dire que ça va arriver, cette vie de quartier, et ça sera pour la première partie en 2025. Parfait, merci bien. Une question d'une de nos urbanistes à Yverdon, Julie Rideau. Merci. Bonsoir. Donc oui, je travaille à la ville. C'est plutôt un complément d'information sur ces questions de temporalité. J'ai pu visiter la Gurtselön à Vienne avec le président de l'association Gurtselön. Et lui racontait qu'à l'inverse, pour les associations, il leur laissait 6 mois, les nouveaux projets. Et que si dans les 6 mois, ils n'avaient pas réussi par manque de temps, manque de fonctionnement, de moyens financiers, manque de ressources RH, il leur demandait de partir en disant il y a peut-être d'autres gens qui auront 6 mois plus de peps et d'énergie. Et je trouve aussi intéressant de dire l'éphémère, c'est quoi le temps court, minimal ou maximal? Si on fait une installation publique, est-ce qu'une semaine c'est assez? Est-ce qu'il le faut un été entier? Et on se pose aussi ces questions dans l'éphémère. Et il y a aussi toute une question de loi suisse, ou est-ce qu'il faut une enquête, une dispense d'enquête, toutes ces questions-là. Et je ne sais pas si peut-être Madame est-ce que vous voyez des différences culturelles liées à ça, en fait, au cadre institutionnel des procédures, des droits de recours, tout ça? Merci. Alors, moi, sur les procédures,
Non, mais par contre, c'est intéressant cette histoire de temporalité, même par rapport à l'énergie finalement des associations. Parce que quand on est dans le cas de la Gürtelem, il y a l'association qui gère au long cours, pour une durée indéterminée, ce projet-là, qui demande quand même à des gens qui sont bénévoles une énergie et un renouvellement de leur créativité qui est énorme. Et ça, c'est intéressant. Et puis, ils le reportent après sur les gens qu'ils accueillent en disant, bon, d'une part, il faut faire tourner les projets pour accueillir tout le monde, et en même temps, au bout de 6 mois, bon, vous n'aurez peut-être plus l'énergie. Et je trouve que c'est aussi intéressant il faut quand même avoir conscience que le temporaire, c'est du temporaire, que les associations, elles n'ont pas non plus forcément vocation à gérer des lieux pendant des dizaines d'années, qu'elles n'ont pas les ressources, qu'elles n'ont pas les moyens, parce que ça reste des associations qui n'ont pas forcément de financement. Et j'avais parlé aussi avec un des membres de l'association, et je trouvais que c'était intéressant le fait de dire, mais nous, association bénévole, à un moment, quand on nous dira de partir, on partira, parce ça mobilise tellement d'énergie pour nous qu'il faut de toute façon qu'on arrive à se renouveler. Et ces temporalités, oui, elles sont sûrement difficiles à gérer. Ouais. Je ne peux pas m'en empêcher de peut-être tendre la parole ou poser la question à une représentante d'Action Culture qui est là dans la salle, la présidente donc, une association qui a l'usage de Sport 5 pendant une année avec une utilisation temporaire. Qu'est-ce que ça fait naître en vous comme réflexion, comme question, cette présentation? C'est pas j'espère que vous ne le prenez pas comme une question piège, voilà, mais je me dis que votre éclairage pourrait être aussi peut-être le mot de la fin, vous qui allez donner du temps, comme le disait Madame Sonnette, pour faire vivre quelque chose. Oui, alors j'ai beaucoup apprécié la présentation. La question qui m'interpelle après, justement, dans ce contexte de Sport 5, c'est du coup, là, on est en train de lancer une année d'exploration urbanistique, artistique et culturelle sur je ne sais pas si on peut vraiment dire que c'est une friche, mais sur le complexe des Sports 5 à l'avenue des Sports à Yverdon-les-Bains. Et puis, moi, la question, c'est un peu ces espaces temporaires, comment ils font le lien avec le projet d'après. Est-ce que, dans le cas du projet à Paris, par exemple, c'était quelque chose de complètement différent? Et puis, ce lien, c'est quelque chose qui nous pose vraiment, on se pose vraiment la question. On accueille plein d'associations là sur Sport 5 qui sont déjà super intéressées à investir tous les lieux. Et puis la suite, on a un an, et la suite avec le projet, comment est-ce que ça marche? Et ouais. Pour nous, cette exploration, elle est vraiment intéressante pour qu'elle puisse nourrir les réflexions du prochain projet. Et puis c'est un peu, pour moi, là, c'est un peu la grosse question de cet urbanisme transitoire, de voir comment est-ce qu'il nourrit ou pas la suite du lieu. Oui, c'est un peu le cœur du sujet. Ouais. Là, à Paris, bon, j'ai regardé, parce que ces grands voisins, ça a quand même été une forme d'événement. Ça a pris une proportion énorme quand même dans la ville. Ça a rencontré son succès public. Les gens sont venus parce qu'il y avait à manger, parce qu'il y avait des beaux espaces, des endroits intéressants, une programmation intéressante. Il y avait cette dimension sociale hyper forte où l'association Aurore a accueilli des gens dans des situations de précarité extrême. Ils ont réussi à aller au bout de cette initiative. Et d'après ce que j'en ai compris, mais ça mériterait vérification, a priori le projet qui arrive derrière, en tout cas c'est ce qui est dit dans la communication, le projet, c'est un gros projet immobilier qui arrive derrière. Est-ce qu'ils ont revu leur projet à l'aune de ce qui s'est passé pendant l'occupation, ou est-ce que c'était déjà prévu avant? Enfin, en tout cas, aujourd'hui, ils affichent qu'il y aura des structures d'accueil et d'hébergement temporaire au sein de leur projet. Donc ça voudrait dire qu'à un moment, l'occupation temporaire fait la preuve qu'il y a des choses qui peuvent fonctionner dans une ville, qui peuvent être gérées, que ça peut bien se passer, et ça convainc les gens qui arrivent derrière, peut-être, de revoir leur projet. C'est ce qu'on espérerait d'une certaine manière. À la Gürtelem, on ne sait pas ce qui va se passer, mais peut-être qu'il y aura quelque chose de cet ordre-là, ou un esprit de la Gürtelem qui perdurera dans les projets à venir. Ouais. Mais c'est une très bonne question. Ouais.
Parce que l'idée, dans l'aménagement d'espace public, on parle de tests. Donc, on fait bien des tests pour voir ce qui fonctionne. Donc, dans le cas de grandes friches comme ça, l'idée, ce serait peut-être aussi de voir ce qui fonctionne, et ce qui fonctionne, on le garde, et on en met un petit peu dans le projet qui vient derrière. Ou en tout cas, on réajuste le projet qui vient derrière au regard des choses qui ont bien fonctionné. Dans un monde idéal, on imagine que ça serait comme ça. Mais... Je vous propose de poser justement la question à Étienne Ress, qui est justement au cœur de l'action, qui est dans la planification, qui est de l'autre côté. Comment allez-vous faire pour faire le lien avec ce qui est en train de se faire et le projet d'après? Question piège. On est justement en train de se poser la question sur le sujet. Comme j'ai dit, dans le cadre de la mallette, le secteur sur lequel la mallette se déploie, le plan d'affectation n'est encore pas mis à l'enquête publique. Donc on a déjà les intentions, elles sont assez claires, on a déjà la forme urbaine. C'est pour différentes raisons où le plan d'affectation n'est pas encore mis à l'enquête publique. Aujourd'hui, il n'est pas prévu de pérenniser des activités dans le projet. Par contre, je pense qu'on ne coupera pas au questionnement et rentrer dans les discussions lors de l'enquête, en tout cas au plus tard lors de l'enquête publique du plan d'affectation Malais-Gazomètre, de clarifier qu'est-ce qu'on souhaiterait pérenniser et sous quelle forme. Mais sachant que la Mallette, ce site-là existe parce qu'il y a un projet immobilier d'importance derrière. Il peut exister que parce qu'on sait que c'est transitoire. La question ne se pose pas en disant « Ah, c'est super chouette cet endroit, on aimerait le garder en tant que tel ». Non, c'est pas possible. C'est parce qu'il y a des projets immobiliers, parce qu'il y a des grandes intentions urbaines qu'on peut se permettre d'avoir du transitoire, même s'il est sur plusieurs années. Donc aujourd'hui, on ne sait pas vous dire comment est-ce qu'on va pérenniser ou mettre des éléments du transitoire actuel dans le projet définitif, mais effectivement, on va devoir se poser la question et on ne manquera pas de trouver quelques bonnes réponses. On pourra en discuter lors d'un prochain séminaire si vous voulez. Merci. Et encore une dernière question ici. Peut-être avec le micro. Je pense que c'est bien peut-être pour nos personnes qui sont... Oui, voilà, c'est vite fait, c'est sûr. Madame Tanner, vous avez 2 casquettes. Alors, la casquette de la culture ce soir, nous l'avons parfaitement entendue. Moi, je suis venu pour de l'urbanisme tactique. Et toutes les questions qu'a posées monsieur et moi-même au sujet des arbres montrent qu'en fait, il n'y a pas eu de réponse à ça. Comment faire pour avoir rapidement des espaces verts? Il n'y a pas beaucoup de zadistes qui ont planté un arbre au cours de leur période de squat et qui sont venus l'arroser régulièrement par la suite pour contribuer à de nouveaux espaces verts. Donc je comprends que c'est extrêmement difficile. Luther disait, si j'avais rien d'autre, enfin si je mourrais demain, je planterais un arbre. Et ça, quand on parle de pérennité, planter un arbre, ça prend des années et tout. Alors est-ce qu'il n'y a pas un certain malentendu à vouloir parler d'urbanisme tactique quand on parle justement de ça? Vous faites la culture tactique ce soir, pas de l'urbanisme tactique. C'est juste un peu provoquant. Mais moi, je suis très insatisfait, comme monsieur derrière, par rapport à des urgences. On est très en dessus de Feldschlossen-Rassen. Ce soir, on a eu quelque chose qui était de bonne tenue par rapport à la culture et l'expression qui vient d'en bas. Mais l'autre aspect, je suis totalement insatisfait ce soir. Moi, je prends volontiers à partir de ma casquette de co-syndic en charge de l'urbanisme pour vous parler d'un projet qu'on a autour du prochain plan d'affectation qui va être légalisé, soit le plan d'affectation de l'ancien stand, un futur quartier durable, écoquartier, où l'idée, à un moment donné, dans le projet, ça va être de dégrapper une partie du sol pour le pré-végétaliser. On sait déjà que dans ce quartier-là, on part sur des espaces publics, justement pas minéraux, mais donc du coup en pleine terre, en fait. Ça sera assez fou de se dire qu'on va marcher sans qu'il y ait du béton, etc., au mieux du gravier compressé. Mais l'idée, c'est justement de préverdir cet espace-là assez rapidement. Alors peut-être que ça va être coincé dans un espace où après on va pouvoir déployer, comme on le disait, de pré-pépinière et puis de remettre les arbres petit à petit dans le plan d'affectation. Mais c'est véritablement un point de développement
à la base de ce plan d'affectation. Donc l'intention y est, après on va le mettre en musique, mais l'idée c'est de pas attendre qu'il y ait tous les travaux, etc. En tout cas ça c'est un des projets qu'on a sur cette future friche. Alors après c'est une nécessité effectivement de prévoir le chantier en fonction de ces éléments végétaux, ouais, ça c'est clair. Oui, encore une question là, oui. C'était juste une remarque. Enfin, je vous livre ma lecture, qui évidemment qui est la mienne, et que je ne peux pas forcément y adhérer. Mais moi, je pense que la raison d'être et l'enjeu de l'urbanisme tactique, c'est qu'on doit adapter nos systèmes urbains, nos villes, aux transformations qui nous attendent. Et le grand enjeu est que la population adhère, parce qu'actuellement, on voit que ces transformations, elles butent très souvent sur des oppositions, et la chance qu'il y a avec l'urbanisme tactique, et c'est pour ça que moi je pense que je suis plutôt du côté de la participation et des processus, c'est que ça permet d'intégrer la population et de tester avec elle, et peut-être aussi pour qu'elle puisse faire l'expérience de certaines choses qu'elle n'a pas imaginées. Et donc, pour moi, l'arbre est certainement une chose, mais l'arbre a des racines, donc c'est peut-être effectivement l'élément qui se prête le moins à l'éphémère. C'est plutôt après le résultat, une fois qu'on s'est mis d'accord sur une solution, sur une manière de faire, où après vous pourriez planter vos arbres. Voilà. Parfait, ça pourrait être un joli mot de la fin, en fait, cette liaison. S'il n'y a pas d'autres questions, en tout cas, je vous propose de le prendre comme mot de la fin. Merci beaucoup. Merci madame, merci à nos différents intervenants et puis merci à vous de vous être déplacés et d'être venus ici suivre cette conférence. Je n'ai pas la date de la prochaine séance, conférence dans mes notes. On le mettra sur le site internet dans tous les cas. C'est le 28 juin. Merci, une petite voix, voilà, une voix vient de glisser l'information. Un grand merci, le 28 juin prochain, sur la politique foncière, je crois que c'est le cas, oui, voilà. Parfait, un grand merci de votre participation et bonne suite de soirée à toutes et à tous. Un petit verre est prévu à la fin de la soirée, juste ici, pour ceux qui sont avec nous. Voilà, merci à toutes et à tous. Merci.